Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré au Sénégal, où nous parlons du dialogue initié par Macky Sall. Que faut-il attendre du dialogue de Macky Sall? C'est notre sujet. Et pour en parler ce soir, notre invité s'appelle Ibrahima Théo Lam. Vous êtes entrepreneur sénégalais. Bonsoir Théo et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal et après le report annoncé de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février et de la décision du Conseil constitutionnel. Et jugeant que ce report était anticonstitutionnel, le président Macky Sall a appelé à un dialogue qui a commencé ce lundi 26 février, qui devait prendre fin ce mardi 27 février. Certains y participent, d'autres non. Que faut-il attendre de ce dialogue? Est-ce la solution pour dénouer cette crise que connaît le Sénégal depuis plusieurs mois ou peut-être depuis 2021 selon certains? Nous en parlons avec vous, mais vous êtes entrepreneur sénégalais, vous avez des entreprises en France, au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. D'abord, vous, dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites et quel impact cette situation a sur vos activités économiques en tant qu'entrepreneur, vous personnellement, et d'autres entrepreneurs qui exercent, entre autres, au Sénégal. Merci pour l'invitation. Vous savez, je vais commencer par dire que j'ai voté à 2 reprises pour le président Macky Sall. Je l'ai soutenu. J'ai même écrit un ouvrage pour éclairer sa vision, le plan Sénégal émergent, opportunités d'auto-emploi pour les femmes et les jeunes. J'ai beaucoup d'amis qui ont voulu incarner le changement avec lui, beaucoup de grands frères également. J'ai été très ravi en tout cas de faire partie de ces personnes qui avaient voté pour lui. Il a accédé à la présidence, il a fait ce qu'il pouvait faire, son travail, avec un lot de difficultés, avec des réalisations. Je pense qu'à cette période précise, le président devait avoir qu'un seul boulot, c'est de préparer son successeur à prendre les clés du Sénégal. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Concernant ce que je fais de façon générale, c'est entrepreneur et je suis très engagé pour le développement de notre communauté africaine. C'est pourquoi je me suis très tôt installé dans certains pays d'Afrique pour magnifier cet engagement, pour réaliser des projets en direction de l'entrepreneuriat. J'y crois fortement. Et pour dire, j'aime pas les crises en Afrique. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est présenté cette situation de coup d'État, je sais combien j'avais investi là-bas et je sais combien j'ai perdu. La situation a déstabilisé les entrepreneurs locaux qui n'ont pas assez de moyens. Et ces entrepreneurs, j'en fais partie. Donc aujourd'hui, peu de problèmes où une seule situation d'instabilité conduit une situation drastique pour les petits entrepreneurs comme nous. Parce que nous entreprenons en fonction de nos propres moyens, de nos propres énergies. L'État ne nous tend pas la main. C'est nos intelligences, nos sommeils, tout ce que nous utilisons comme force pour réussir. Mais on veut juste que l'État nous assure une situation régalienne. On veut que l'État nous assure une situation de paix, une situation de stabilité. En tout cas, c'est ce que le président veut. C'est pourquoi il se lance dans ce dialogue. Mais de mon point de vue, ce dialogue ne servira à rien du tout. Je suis désolé de le dire et je l'assume totalement. Alors, bon... Oui, allez-y. Quel est l'état de lieu aujourd'hui de la situation des entreprises au Sénégal? Vous êtes entrepreneur, vous vivez au Sénégal, vous avez vos entreprises au Sénégal, vous êtes sénégalais. Comment ressentez-vous l'effet de cette crise politique qui secoue le Sénégal? Moi, je ne vais pas parler de moi parce que je suis petit. Comparé aux grands initiateurs de ce pays qui ont déjà investi pour préparer la campagne, je parlerai des chaînes de télévision, je parlerai des imprimeurs, je parlerai d'autres formes d'entreprises qui ont le business électoral qui avait déjà investi. Et vous le savez très bien, les entrepreneurs sénégalais, c'est comme les entrepreneurs des autres pays à l'image du continent africain. Ils s'endettent, ils se débrouillent, ils font des petits réglages pour avoir une trésorerie
capable de mettre en place des projets. Donc je peux bien imaginer que pendant cette période, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne dorment pas au Sénégal parce que tout simplement, comment faire pour faire rentrer de l'argent suite à la situation qui se présente aujourd'hui, le report de l'élection présidentielle qui avait été prévu pour le 25 février. Et pour moi, c'est une situation difficile. Moi, si je peux parler de moi, peut-être je ne parlerai pas en tant qu'entrepreneur, je parle en tant que citoyen. Je travaille sur un projet pour lequel je me suis battu à déplacer 2 voyages, je me suis battu à décaler 2 réunions, je me suis battu à vouloir être présent au Sénégal pendant la campagne, le jour du vote et le jour du vote de deuxième tour, parce que pour moi, il y aura un deuxième tour. Donc 3 billets d'avion achetés, perdus. Des séjours qui ont été préparés et ces séjours-là, je ne les verrai pas se réaliser. Et je parle uniquement de moi, mais imaginez les autres personnes et les autres choix qui ont été opérés au niveau du pays. Qu'est-ce qu'on a fait? Et malheureusement, quand on entend les journalistes parler, quand on entend les analystes politiques parler, on ne sent pas cet effet économique. Notre économie est bouleversée. Au-delà de tout ça, on peut parler des impacts sur le plan de la notoriété de notre pays. Nous, notre pays, le Sénégal, est bien vu du point de vue international. C'est un pays qui a une image de marque. C'est un pays qui pèse sur l'échiquier international. Aujourd'hui, cette problématique peut faire reculer des investisseurs, peut faire reculer des personnes qui ont eu de bonnes intentions pour venir, en tout cas, s'intéresser au développement de notre entité. Donc aujourd'hui, je m'inscris en position contraire de ce que veut faire le président de la République, Macky Sall. Et si j'ai un seul message à lui adresser, c'est que je lui dis, mon père a cru en lui jusqu'à sa mort. Personne n'a osé toucher le président Macky Sall chez moi, dans la famille. Et j'ai beaucoup d'amis qui l'ont accompagné, y compris moi-même. Nous avons voulu à ce qu'il restaure notre pays. Il a fait du bon boulot du point de vue matériel. Il a investi dans d'autres secteurs immatériels. Il n'a qu'à partir, nous laisser notre pays, quelqu'un d'autre arrive. Moi, ce que je lui dis, c'est qu'il prépare son successeur, point final. C'est le seul mot que je lui adresse comme message, de préparer à rendre le tablier le 2 avril et de préparer son successeur pour qu'il continue à bâtir ce Sénégal d'espérance. Alors, c'est ce que veut faire Macky Sall, mais il ne voudrait pas, en tout cas selon la communication officielle, qu'après lui, que ce soit le chaos. Et donc, le président a voulu qu'il y ait une concertation entre les acteurs de la vie politique et sociale du Sénégal pour décider de l'après 2 avril et aussi de comment organiser les élections, vu que le 25 février, tout le monde est d'accord, les élections ne pouvaient plus avoir lieu et justement, elles n'ont pas eu lieu. Il a initié justement ce dialogue national ou cette concertation entre les différents acteurs. Bon nombre d'entre eux ont boycotté le dialogue. Pourquoi ? Mais d'abord, par rapport à votre première question, si les gens me disent qu'après le président, il y aura qui? Ça, c'est nous insulter en tant que Sénégalais. Le président sait qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Il connaît mieux son parcours que moi-même. Après lui, il y aura un Sénégalais qui va diriger le pays. Nul n'en doute. J'ai pas compris. Personne n'en doute. Oui, donc il n'a pas besoin de nous dire je vais régler le pays avant de partir. Il n'a qu'à partir, son successeur va régler le pays. Juste qu'il ne veut pas le laisser dans le désordre. Non, le désordre. Qui le sème? D'après beaucoup d'analystes, c'est lui-même. D'après beaucoup de spécialistes en sciences politiques, c'est lui-même. Ça, c'est ce que disent les gens. C'est ce que disent les gens. Que pensez-vous de la situation? Non, ce que je pense, c'est très simple. Il n'a qu'à se préparer pour quitter le 2 avril. Il a eu un bon bilan. Il a fait de belles réalisations. Il faudrait juste qu'il passe le pays à quelqu'un d'autre que le pays a démocratiquement choisi. Je ne suis pas dans l'idée d'après Macky, ça doit être qui? Après Macky, qu'est-ce qui doit se passer? C'est délige ou pas? Tout ça, ça ne me concerne pas. Il a eu 12 ans. Selon lui, il a un bon bilan. Nous avons senti ce qu'il a fait de bien. Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées. Il avait voulu que ça se réalise. Il y a des imperfections. Tout ça, on récupère. Et le point positif doit être pour moi, il prépare son successeur. Maintenant, vous avez abordé un autre point. C'est le dialogue. Le dialogue. Quand tu dialogues,
et tu demandes à tout le monde de venir pour fixer une date de l'élection présidentielle et pour voir qui sera le président qui va assurer l'intérim après le 2 avril. Si, ça c'est vraiment... n'a pas eu de successeur avant le 2 avril. Ça, en fait, franchement, j'ai eu mal. Je me dis, pourquoi nous avons été donc à l'école? Pourquoi nous méritons de vivre? Nous, donc, on doit juste laisser notre pays avec une constitution qui a été écrite, qui est claire, selon plusieurs spécialistes, et on se lance sur l'ambiguïté. Tout ça, je n'y crois absolument pas. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, la Constitution dit ça. Tout le monde a lu cette Constitution, les personnes qui en parlent. Donc, on ne peut pas aller en dehors de ce cadre constitutionnel qui a déjà défini tout ce qu'il faut. Maintenant, le dialogue en tant que tel, pour ma part, c'est un moyen de garder encore le pouvoir. Pour vous, ce n'est pas la solution? Non, avant d'en venir aux solutions, le dialogue également. Plusieurs spécialistes qui disent qu'il faut dialogue, c'est pour garder leur position au niveau de l'État. Parce qu'après Macky Sall, notre président, ces personnes n'auront rien à faire dans la vie parce que plusieurs personnes qui sont dans son gouvernement, plusieurs personnes qui sont dans les arcanes du pouvoir n'ont pas de travail actuellement. Si le président ne travaillait pas avant d'être nommé ministre, par exemple? Certains travaillaient, mais à des positions de bas de l'échelle. D'autres travaillaient à des positions intermédiaires. D'autres travaillaient à des positions de cadre. Et une fois que tu es nommé ministre, comme ton cerveau ne fonctionne pas comme il le faut régulièrement, comme un technicien, une fois que tu quittes ces fonctions, tu penses plutôt à tes privilèges. Tu penses plutôt à ton avenir. Certaines personnes qui sont là, qui s'accrochent à ce dialogue, veulent juste garder les belles 4x4, l'essence qu'on paye pour ces personnes-là, les perdiums, les missions, les privilèges de façon générale. Mais si tu aimes ton pays, en tant que Sénégalais, à cet instant, si le président passe à droite pour changer la donne constitutionnelle, tu dis, monsieur le président, je quitte le gouvernement. C'est ça qu'on attend d'un vrai Sénégalais. Si tu es acteur politique, tu es intéressé par le bien-être du Sénégal, tu ne suis pas le président. Moi, je suis citoyen. Lorsque le président a voulu initier des rencontres et des consultations d'une manière générale avec les acteurs politiques, j'ai appelé plusieurs responsables politiques sénégalais. Je leur ai donné ma position en tant qu'homme libre. Et j'ai dit, il ne faut pas y aller. Pourquoi il ne faut pas y aller? On parlera de quoi? On fixe une date d'élection présidentielle. Lui, c'est la personne qui incarne et qui doit être initiatrice en tant que personne de ce décret. Donc on n'a pas besoin de dialoguer pour fixer une date. Deuxième chose, après lui, c'est qui? Il devait s'organiser à ce que les élections se fassent avant le 2 avril et que le pouvoir puisse se passer le 3 avril. Point final. Maintenant, il n'a pas réalisé de telles tâches pour qu'on reste concentré sur ce que dit la Constitution. Il est sur autre chose. C'est lui seul qui laboure cette partie du champ. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'un acteur politique qui a été retenu en tant que candidat, validé, de se concerter avec lui. C'est deux camps qui s'opposent. Ils n'ont pas besoin d'échanger. Ils organisent les élections, il y a la compétition, le successeur gagne, on lui donne les clés du pouvoir. Point final, il n'y a pas besoin de dialogue. Alors, s'il n'y a pas besoin de dialogue, comme vous le dites, supposons que Macky Sall fixe la date des élections, peut-être le 1er avril. Le premier tour a lieu le 1er avril. Ça veut dire qu'à l'entre-deux, Macky Sall n'est plus président. Est-ce que ça ne crée pas une autre crise? Est-ce que ce n'est pas pour des situations comme ça que le président voudrait que tous les acteurs, vu qu'on a déjà dérogé à la règle constitutionnelle, celle qui était d'aller aux élections le 25, vu qu'on n'a plus respecté le chronogramme, est-ce qu'il n'est pas quand même raisonnable d'appeler à un consensus national et que les acteurs prennent une décision qui pourra s'imposer à eux tous? Vous savez, ça me fait mal au cœur. Le fait de penser que le président Macky Sall peut assurer l'intérim du pays après le 2 avril, déjà j'ai mal à la tête. Il a dit qu'il n'allait pas le faire. En tout cas, que le 2 avril, sa mission finit à la tête du Sénégal. Finit à la tête du Sénégal officiellement. Mais il n'écarte pas le fait d'assurer cette partie transitoire parce qu'il a dit l'interprétation de l'article 36, on a des visions différentes entre opposition et pouvoir. Ce qui veut dire
il est en train d'étudier, de mon point de vue, cette partie pour pouvoir garder les clés. Voilà. Et ça, ce sera une humiliation pour lui-même. En tant que Sénégalais, il sera le premier Sénégalais qui va s'auto-humilier lui-même. Et nous, en tant que Sénégalais de l'étranger, nous allons avoir la honte de nos vies. Parce qu'on va s'adresser à une autre communauté et l'autre communauté va nous dire dans ton pays, le président a fait du forcing. Et ensuite, s'il passe le pouvoir à quelqu'un d'autre pour assurer l'intérim, j'aurai mal également. Moi, la seule chose que je veux, c'est le message que je lui ai adressé en début de l'émission, qu'il prépare ses valises pour le 2 avril, qu'il prépare son successeur, qu'il mette en place une stratégie pour organiser les élections, quitte à réduire les délais de campagne si les lois électorales lui permettent de le faire. C'est-à-dire, tout est créé par les humains en fonction d'un code. Ce code, les humains peuvent le changer en fonction des circonstances qui se présentent. S'il s'agit de faire de mauvaises pratiques, nos chefs d'État, nos politiques, nos acteurs sont très ingénieux, ils sont vraiment dans cette perspective d'apporter toutes les solutions qu'il faut. Mais s'il s'agit de mettre à l'aise une population, ça doit être pareil en principe. Pour moi, il ne doit pas se poser la question de savoir, après moi, qu'est-ce qui doit se passer. Ce n'est pas son problème. Lui, il a été élu. On lui a donné pendant 12 ans les rênes du pays. Maintenant, on ne veut plus qu'il nous dirige pour la majeure partie des Sénégalais. Ça s'exprime partout, il n'a qu'à partir. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter avec un des candidats que je soutiens, Boubacar Camara. Mais ce qu'il me disait, ça fait très mal. Quand il expliquait comment le président voulait développer une stratégie pour garder le pouvoir, pour qu'il n'y ait pas d'élection de façon libre et transparente, je me suis dit, mais moi, j'ai consacré toute ma vie à croire aux idées du président de la République. Pendant 12 ans, je n'ai fait qu'accompagner. Pendant 12 ans, je n'ai fait que penser qu'il va redresser notre pays. D'une part, il l'a fait, mais là, j'ai une déception totale. Parce que ce n'est pas notre pays, ce qu'il est en train de faire là. Pour vous, l'option du boycott est la meilleure dans ce genre de situation? C'est ce que j'ai privilégié. J'ai appelé 5 candidats et je leur ai dit, en tant que citoyen, je vous déconseille d'y aller. J'ai appelé d'autres amis qui sont proches d'autres candidats. Je leur ai partagé ma position. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Même si on vous appelle pour recevoir votre invitation, n'y allez pas. Parce qu'on n'a pas besoin de dialogue. Dialogue pour faire quoi? On ne peut pas être meneur. On ne peut pas être meneur d'un pays et avoir une seule arme. Dialogue. Dialogue veut dire quoi? Qu'est-ce qui m'arrange? Et pour vous, ne pas aller au dialogue, n'est-ce pas aussi prolonger cette crise qui est déjà en cours au Sénégal? Mais lui, c'est le chef. C'est à lui de dire, comme on n'a pas une situation maîtrisée, certains ne sont pas venus au dialogue et ce sont les légitimes. 17 candidats des 19 retenus. Et les 2 qui ne sont pas dans la liste, c'est qui? Son candidat, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, et son ami, l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne. C'est le même clan. Donc finalement, le dialogue, c'est entre eux. Les 17 candidats retenus qui se sont battus, qui ont travaillé, qui ont eu leur parrainage, qui ont déployé diverses forces et d'énergie, se retrouvent confrontés à des difficultés. Au contraire, le président devait juste dire, vous avez fait beaucoup d'efforts, je fixe les élections, telle date, on y va, le 2 avril, c'est fini pour moi, le 3, je passe le tablier et il n'y a pas de problème pour ma part. Le 3 avril, voilà, le président nouvellement élu incarne le pouvoir et tout le monde est content. Ça doit se faire comme ça. Alors, le vide, en tout cas, résiste pour le moment au Sénégal. À l'entame de cette concertation, le président Macky Sall a annoncé certaines mesures, dont une loi d'amnistie générale au Sénégal. Peut-être est-ce la solution pour arriver à l'apaisement de la situation au Sénégal et peut-être permettre à vous aussi, entrepreneurs, de reprendre totalement vos activités? Mon cher frère, quand j'entends parler d'amnistie, mon cœur s'effondre petit à petit. C'est-à-dire, le président de la République dit, tout ce qui s'est passé pendant une période, on efface. On oublie.
C'est-à-dire, les gens qui défendent cette position, j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même contexte que moi. Les pertes humaines, les pertes financières, le déséquilibre qui s'est installé dans plusieurs foyers au Sénégal, le phénomène Ousmane Sonko qui est une réalité, qui incarne l'opposition au premier plan, que les autorités n'ont pas accepté, et une partie de l'opposition. Et tout de suite, tu dis, on efface tout, il n'y a pas de problème, on repart à zéro. Ça, c'est très dur à avaler pour moi en tant que citoyen sénégalais. Pour moi, il ne faudrait pas privilégier ce schéma. Maintenant, je parle de quelque chose qui ne me regarde pas. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais Ousmane Sonko est un potentiel présidentiable. Il a été accusé de certaines choses. Il me semble que ce n'est pas vrai du tout. Tout ce qu'on dit sur lui. Il vous semble, bien sûr. Il me semble. Parce que, tu sais, quand plusieurs voix autorisées vous parlent, je ne peux pas parler d'aucune de mes sources. Mais je peux vous assurer que les personnes avec qui je discute, après analyse, je suis convaincu qu'il y a plusieurs éléments qui ont été fabriqués pour l'empêcher de participer à l'élection présidentielle. J'en suis convaincu. Maintenant, cette personne qui peut devenir un président de la République, on lui dit tout ce qui s'est passé au moment où tu t'opposais au président Macky Sall, on l'efface. Tout se passe comme si il est coupable et on lui dit on te pardonne. Il ne doit même pas accepter cela. Par principe, si le président demande à ce que l'amnistie soit votée à l'Assemblée nationale, il doit sortir un communiqué en manifestant son désintérêt. C'est-à-dire, il dit, je ne m'intéresse pas à ça. Mais le président peut faire en tant que chef de l'exécutif. Les députés peuvent voter parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Mais par contre, il peut tout de suite donner son avis contraire en disant, ça ne m'intéresse pas. Vous le faites pour vous. Mais derrière cette amnistie, qu'est-ce qu'on veut cacher également? D'après les rumeurs, il y a d'autres choses que l'État veut cacher. Donc on veut également protéger d'autres personnes qui sont au niveau de l'État. Mais quel que soit le format, je suis contre cette pratique. Parce qu'il y a eu des conséquences drastiques et je ne peux pas admettre aujourd'hui qu'on dise on efface. Alors Ibrahima Théolam, quelle est aujourd'hui la solution pour le Sénégal pour sortir de cette crise et permettre aux activités de reprendre leur cours normal? Le président, il est intelligent. Il a un bon cerveau. Il a un cabinet. Il a des personnes qui réfléchissent avec lui. Il a l'arsenal qu'il faut pour organiser les élections avant le 2 avril et passer le pouvoir. Est-ce toujours possible? Oui, parce qu'en fait, les lois ont été créées par des personnes. Le choix du nombre de jours de la campagne a été instauré suivant un contexte normal. En cas de contexte déséquilibré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a même prévu de repousser l'élection présidentielle et il me semble que c'est d'ordre constitutionnel s'il en est capable. Donc, il doit être capable de créer les conditions à ce que l'élection se fasse avant le 2 avril. D'après plusieurs spécialistes, c'est possible. Même si ce n'était pas possible, c'est le chef de l'exécutif, garant des institutions. Il peut s'organiser, dialoguer avec les pouvoirs qu'il faut pour installer ce que le peuple veut de façon générale. Et voilà que vous refusez son dialogue. Non, ce dialogue est différent. Ce dialogue, c'est-à-dire échanger avec le ministre de l'Intérieur, échanger avec le Conseil constitutionnel, échanger avec le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire autour d'une table pour discuter de ce qu'il faut faire pour que le pouvoir soit passé au soir du 2 avril. C'est ce que je dis. C'est-à-dire le 3 avril, le président n'est plus président de la République du Sénégal. Même n'importe quelle solution qu'on doit privilégier, il faut que ça soit le premier ordre de notre pays. Donc, ce dialogue-là est différent d'un dialogue où tu fais venir plusieurs personnes. Et puis, j'ai constaté deux situations qui me font mal. Dans un dialogue,
quelqu'un prend la parole, tout le monde applaudit. On n'est pas dans un dialogue, alors on est dans un meeting politique. Il y a autre chose aussi qui fait mal. Quand certaines personnes disent des choses qui arrangent le président, on applaudit. Quand d'autres personnes disent des choses qui n'arrangent pas un calendrier assez républicain, les autres font du bruit en manifestant leur désaccord. Et ça, ce n'est plus un dialogue, c'est un regroupement politique. C'est l'expression peut-être de la popularité des idées. Alors non, si les idées sont fondées sur des bases légales, si les idées sont fondées sur des bases pour que les populations puissent trouver l'épanouissement, on est bien d'accord. Mais tu ne peux pas te lever un beau jour en tant que président de la République, tu dis j'ai envie de faire ça, je le fais et les autres on les écarte du chemin. Non, ce n'est pas possible chez nous au Sénégal. Il a hérité d'un pays où on a le droit de parler, il a hérité d'un pays où on a le droit de s'exprimer comme on souhaite tout en respectant l'institution. Donc il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. C'est tout. Et moi qui ai voté pour lui, j'ai des amis dans son gouvernement, j'ai des amis qui sont administrateurs de sociétés publiques. Je les ai défendus partout. Et aujourd'hui, je me retire parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Vous savez, je vais juste traverser le Sénégal, parler du Togo et du Bénin. Tout à l'heure, j'ai déjeuné avec ma petite sœur Charlotte, qui est journaliste de chez vous, à Djidjouli. Je lui disais que moi, il y a deux présidents qui incarnent aujourd'hui le leadership en Afrique. Faure, Talon. Pour deux raisons. Je pense qu'ils aiment l'Afrique. Ils sont en train de poser les jalons pour que le pays ne se déchire pas. Et surtout Faure. Moi, je suis très critique vis-à-vis de tous les chefs d'État, de façon générale, parce que je ne vois pas ce qu'ils font en Afrique pour que ça bouge. Les jeunes quittent les pays pour aller à l'étranger pour trouver des avenirs meilleurs. Quand on est dans le pays, on entreprend, on n'est pas soutenu, on n'a pas droit à la parole. Il y a plusieurs déséquilibres. Donc, permettez-moi de dire, au moins aujourd'hui, j'ai deux personnes sur qui je compte. Je sais que ça ne se fait pas à travers cette émission de demander de l'aide, mais j'ai envie que le président Talon appelle le président Macky Sall et le faire raisonner. J'ai envie que le président Faure, que j'admire beaucoup pour son travail en Afrique, pour sauvegarder la paix, il fait un travail minutieux. J'ai envie qu'il prenne son téléphone de soir et qu'il dise, grand frère ou petit frère, je ne sais pas qui est le plus âgé, il faut chercher une solution confortable pour la population sénégalaise. Pourquoi je crois en ces deux personnes? C'est par rapport à ce que je vois présentement, leur volonté de réunir l'Afrique autour de l'intérêt commun. Et ce qui se passe au Niger, au Gabon, au niveau du Burkina et de la Guinée me prouve personnellement que ces deux personnes peuvent être les intermédiaires pour nous sauver, en tout cas, de cette contrainte que nous vivons au Sénégal. Merci. Ça, c'est ma conviction personnelle. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, Ibrahima Théolam. Quels sont vos derniers mots à l'endroit du peuple sénégalais et de toute personne qui nous suit? Alors, mon dernier mot, sur 3 points. Le premier point, nous, Sénégalais, n'acceptons pas qu'une personne qui nous a dirigés pendant 12 ans puisse se comporter comme qu'il le souhaite en fin de mandat. Au contraire, il doit sortir la tête haute parce qu'il a fait du bon boulot, malgré les contraintes, malgré certaines imperfections, malgré certaines situations qui se sont présentées. Il a eu un bon bilan. Son successeur qui viendra va améliorer. Le deuxième point, c'est vraiment à toutes les autorités qui croient à notre pays, c'est de demander au président de reculer. Je sais qu'un homme d'État ne doit pas reculer dans une certaine mesure, mais là, il doit reculer. Troisième point, ça c'est exclusivement dédié au président Macky Sall. Monsieur le Président de la République, je vous respecte, je vous considère, vous êtes l'institution. Vous avez la chance de quitter un poste de chef de service, avoir assuré les fonctions de maire, de ministre, intérieur, hydraulique, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, jusqu'à président de la République. Je fais partie des personnes de la diaspora en France qui ont participé à votre élection et je ne l'ai jamais réclamé, je ne le réclamerai jamais. Aujourd'hui, c'est un plateau qui m'a permis de le dire. Monsieur le Président, s'il vous plaît, arrêtez. Là, vous avez fait votre tour. Laissez ce pays en paix. Ce n'est pas à vous, en tant que Président de la République, qui
doit incarner cette paix en disant que j'installe le pays dans une telle situation avant de quitter. Laissez-nous comme ça, nous allons trouver nos solutions nous-mêmes en tant que Sénégalaises et Sénégalais. Donc moi, je suis admiratif de ce que vous avez fait. C'est bien, je vous prie d'arrêter au soir du 2 avril. Passez les clés, on passe sur autre chose. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Théolam. Vous êtes entrepreneur sénégalais. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon cher frère. À très bientôt. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.